Bonjour Malvina, je suis très heureux de t'accueillir ici au Centre Paris Anime Ruth Bader Ginsburg, où il y a une de tes pièces de la compagnie qui a joué ici dans cette salle d'ailleurs. Oui, tout à fait. Mort. Mort. De Garance. Ouais, Garance Hamon. on avait enregistré juste ici en plus. Ouais. On a enregistré nous un podcast la semaine dernière pour Fracasser, une pièce écrite par Kate Tempest que tu mets en scène. Ouais. Comment a été reçu ce podcast? Comment tu l'as vécu d'ailleurs avant tout? Mais j'ai adoré enregistrer ce podcast. Vraiment, c'était un, j'ai envie de dire un exercice. Enfin, c'était pas un exercice, mais c'était une expérience très intéressante. Ça m'a replongée en plus un peu dans, tu l'as dit à un moment, mais dans les origines du projet. Et j'ai eu des super retours. Où justement, des personnes qui m'ont dit c'était très intéressant parce qu'on a entendu parler d'autres facettes du projet, un peu les parties cachées, ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne sait pas sur le projet. Donc Parce que c'est vrai qu'on a peu parlé, à vrai dire, de la mise en scène, du décor, alors que c'est un décor hyper puissant, que vous avez hyper recherché, qui bouge et tout ça. Mais on a très peu parlé de ça pour parler du fond de ce qu'est la pièce. Et de pourquoi on vraiment voulait défendre ce projet. Donc, et c'était ultra puissant parce que ce projet, il vient de loin. Tu l'as dit dans le podcast, ce livre de Kate Tempest que tu avais, que tu as ouvert, réouvert, mâchonné, déchiré, raturé, tu le mets en scène aujourd'hui. On dirait que j'ai maltraité le livre de Kate Tempest. Je me dis mince. Non, ça allait en vrai. Ça allait. Mais c'est beau parce que c'est comme un objet fétiche que tu avais ramené lors de l'enregistrement. Que j'ai depuis 2018. C'est fou. Il date quoi. Pourquoi, c'est une question que je t'avais posée, mais pourquoi monter cette pièce aujourd'hui? Quel est le sens? Pourquoi tu t'es dit, allez, j'y vais, j'ose monter cette pièce? Monter cette pièce aujourd'hui, ça faisait sens. Je trouve ça difficile de choisir un premier projet pour une compagnie. Enfin, d'ailleurs, on ne choisit pas vraiment. Souvent, ça vient sur le tas. Je crois que ce projet, je l'ai vraiment choisi parce que c'était des personnages qui avaient mon âge. Et en fait, il y avait ce truc de me dire, en fait, je suis la personne la mieux placée pour parler. Enfin, pas moi personnellement, mais c'est vraiment une des rares pièces qui existent dans le paysage théâtral contemporain où c'est très proche de notre âge, de notre vision, de notre génération. Et donc, ça me tenait à cœur de la défendre et de dire un peu, il n'y a personne d'autre que nous et que les gens de notre âge qui sont les mieux placés pour en parler. Et donc, c'est en ce sens-là que je trouvais ça important. Et aussi de montrer ce qu'on peut faire dans le théâtre émergent, qu'en fait, monter des pièces à 25 ans, on n'a pas moins de légitimité, qu'on a autant de légitimité que même une personne qui est dans le théâtre depuis 40 ans, et d'autant plus avec une pièce qui parle de nos vécus, de notre culture et de nos représentations. Avec beaucoup d'audace finalement, parce qu'on n'avait pas parlé de ce décor, mais on peut en parler un petit peu. Ouais. C'est un décor qui a été pensé, qui a été réfléchi. On voit qu'il est un peu mouvant, il y a cette salle, il me semble qu'il y a un voile au début devant. Oui. Il y a ces rochers aussi qui nous transportent en fait dans cette forêt, dans ce lieu. C'est ça, c'est un tronc d'arbre qui représente du coup le personnage mort, Tony, qui est représenté par un arbre. Enfin, c'est déjà dans le texte de Kate Tempest. Ouais, c'est quand même très audacieux finalement pour une jeune compagnie d'oser à investir aussi dans du décor. Comment vous l'avez réfléchi ce décor-là? Comment c'est venu avec ton scénographe ou comment vous avez travaillé finalement? C'est une scénographe qui s'appelle Sacha Walter et on s'est rencontrés pendant notre première année d'études en art appliqué et donc on n'était plus en contact depuis un moment, mais j'ai vu qu'elle travaillait sur les rave parties et en scénographie. Et je me suis dit, c'est... C'est le fil rouge du podcast. Hein. On ne va pas en parler là parce qu'il y a une sorte de plot twist à un moment donné où tu nous dis quelque chose, mais comme ça, rapidement. Moi, je fais « what ?» Il faut écouter le podcast pour savoir. Mais oui, donc on travaillait sur ce même sujet. Elle à l'endroit de l'espace, du coup, de la scénographie, et moi à l'endroit du théâtre, de la représentation.
Et je me suis dit, mais ça pourrait être génial qu'on travaille ensemble sur ce projet. Et j'en ai parlé, et ouais, ça l'a emballé. Et puis les esprits créatifs ont matché. Et on a beaucoup discuté du fond de la pièce, de ce que ça voulait dire. Elle a fait une comparaison super intéressante, d'ailleurs, entre Fracassé et En attendant Godot. Parce que c'est une pièce où il y a aussi 3 personnages et un 4e personnage qui n'est pas là, qu'on attend, mais auquel on s'adresse, qui est dans un ailleurs. Il y a aussi un arbre dans En attendant Godot. Il y a toute une réflexion sur la vie, sur la mort. Enfin, il y a plein de symboles liés. Donc on s'est dit en fait, avec cette comparaison, que le symbole de l'arbre était vraiment très intéressant, qu'il y avait aussi quelque chose presque d'un totem auquel on s'adresse, en fait un symbole mémorial qu'on vient voir, qui crée aussi un endroit de réconfort, de confidence. Donc ça, c'était important de le représenter sur scène. Et on avait envie de garder aussi une esthétique urbaine, connectée à une forme de culture de la jeunesse. Et d'où cette idée sur l'arbre, en fait, il y a des écritures comme si ça avait été fait au blanco, comme on faisait tous et toutes au lycée. Enfin, voilà, on écrivait sur les arbres au blanco. On avait fait des tests aussi. Sacha, elle avait acheté de la peinture rétro-réfléchissante. Au final, ça a plus ou moins marché. Mais à la lumière, c'est un élément qui rend extrêmement bien cet arbre. Ça permet de créer des très belles images. Et après, il y avait la volonté d'avoir ce cube qui représente un peu l'espace de la danse, en fait, qu'on puisse recréer un espace où on est tous serrés les uns les autres, une boîte dans laquelle en fait on vient danser. Et aussi cette envie d'amener une fresque pour avoir un autre espace en fait de contemplation un peu pour les personnages, et qu'on puisse déployer sur scène un imaginaire, mais avec des images. Tu parlais du blanco, de ces arbres qu'on marquait, c'est le temps qui passe aussi. Ouais. Cette pièce, elle se passe après 10 ans de la mort de cet ami qui a disparu. Le fait que cet arbre soit coupé, peut-être qu'avant il n'était pas coupé, il y a des vraies significations du temps qui passe discrètement comme ça que vous avez mis dans la scénographie finalement. Ah ouais, totalement. L'idée, c'était d'avoir une scénographie qui, à la fois, dans laquelle il y a des éléments très concrets, et en même temps, vu qu'on amenait en fait cette image symbolique autour de l'arbre, on avait envie que ça vienne aussi évoquer des choses par la sensation, je reprends le mot que je viens de dire, mais par la contemplation, qu'il y ait aussi quelque chose qui se raconte, mais un peu comme ce dont je parle dans le podcast, sans intellectualiser, mais juste en convoquant en fait des images liées à un imaginaire de la fête, de la rave, avec des éléments très, très plastiques, très visuels. C'est marrant, tu reprends beaucoup du vocabulaire un peu sacré, un peu de foi. Ouais. Et on a parlé un peu de la rêve, et on a parlé du fait que le théâtre descend aussi d'une sorte de culte. C'est étonnant que tu parles comme ça, finalement, du théâtre et de ce qui se passe sur scène. Bah ouais, mais en plus, c'est un vocabulaire qui se retrouve aussi beaucoup dans la rave. Et pour parler des expériences qu'on vit en rave, il y a quelque chose de mystique, on parle de vision, etc. Et donc, c'est un peu ça qui est lié aussi au théâtre grec. On en a parlé dans le podcast, mais les gens se bourraient la gueule avant d'aller au théâtre. Les amphithéâtres étaient exprès construits dans une certaine orientation par rapport au soleil, par rapport au lever, au coucher du soleil. Et en fait, quand ils arrivaient au théâtre, ils se prenaient le soleil en plein dans la gueule. Et c'était pour être étourdis, pour avoir aussi un changement d'état physique dans lequel ils assistaient du coup après aux représentations théâtrales, et pour qu'il y ait un changement de perception et qu'il y ait un accès à des visions autres, des visions un peu mystiques, une expérience avec un état de conscience modifié, quoi. C'est extraordinaire, on en parle beaucoup dans le podcast de cette partie-là, vraiment allez écouter parce que c'est une de mes parties préférées de notre enregistrement.
Tu t'es entouré d'une équipe, tu l'as dit du coup, de ta scénographe, mais aussi en fait tout est travaillé, le son, le jeu des comédiens aussi. Est-ce que tout le monde a été emballé du projet dès le début? Genre, est-ce que tout le monde sait... Parce que tu l'as dit aussi, c'est un travail de groupe, quoi. Ouais. Ah ouais, ce projet, c'est vraiment un travail de groupe parce que, je sais, enfin, c'est peut-être pas que personnel, mais moi j'aime bien quand on travaille vraiment en équipe et que chaque personne peut aussi amener quelque chose de soi et réussir justement un peu à composer avec le vocabulaire, le langage de chaque personne pour après arriver à un endroit où tout le monde se comprend. C'est hyper dur à faire, mais je pense qu'on a plutôt bien réussi. Pour les comédiens, comédiennes, ils connaissaient aussi Fracassé. Donc il y avait cette connivence dès le début autour du texte, cet amour autour de ce texte, aussi le fait que ça nous parlait beaucoup. Après, on n'avait jamais travaillé tous les 4 ensemble, donc on s'est un peu découvert dans le travail. Mais c'est ça qui a permis aussi de faire naître, je pense, des éléments très sincères dans le jeu. Même il y a plein de moments en fait, d'improvisation où dans le spectacle, il réinvente un peu plusieurs moments du spectacle. Et après, pour le son, j'ai demandé à mon meilleur ami de faire les musiques, sachant que lui, il vient pas du tout de la musique techno. Donc c'était... une vraie découverte pour lui. Ouais, c'était un peu un challenge, en fait. Pareil, on a beaucoup discuté de la pièce, de comment on allait... où est-ce que lui, il allait trouver son endroit. Et en fait, il a fini par trouver son endroit avec l'utilisation de la voix à certains moments. En fait, on s'est dit, le truc de la techno, la musique techno, c'est de prendre des sons qui se répètent. C'est quelque chose sur vraiment la répétition. Et en fait, ça peut être plein de matières sonores différentes. Donc, il y a une musique, les matières sonores qu'on a utilisées, c'était les sons du métro. On a travaillé avec une 3e personne à ce moment-là. Donc c'est Valentin et Ulysse, je vais quand même dire leur nom. Valentin Caillon, qui est donc meilleur ami, et Ulysse Darmon, qui nous a rejoints après. Et en fait, Ulysse, il allait enregistrer dans le métro plein de sons, des bruits de portes, les bruits du métro qui avancent, les portes qui se ferment, tout ça. Et en fait, à partir de ça, ils ont fait des samples. Et ils en ont fait une musique, et donc ça, c'est la première musique du spectacle. Ouais, ça rend extrêmement bien. Et après, Valentin, donc, il a une formation à la fois classique et à la fois en musique actuelle, mais beaucoup sur la voix. Et en fait, il a enregistré des voix. Et pareil, il a samplé ses voix, il a mis plein d'effets dessus, il a amené plein d'altérations sur ses voix. Et il les a utilisées comme matière pour faire une musique électro-techno. Et ça, on les entend notamment beaucoup dans la rave. Je pense que c'est un des points forts de la musique de la rave. Et on les entend aussi dans d'autres musiques. C'est fou tout le travail que vous avez effectué finalement pour cette pièce, qui vous ressemble à fond, parce que vous avez mis autant de temps. Ouais. Combien de temps en fait ça vous a pris pour monter toute cette pièce? Et à quel moment tu t'es dit, et est-ce que tu te l'es dit d'ailleurs, c'est bon, elle est terminée? Ouais, parce que ça peut mettre longtemps à arriver le moment en théâtre où tu te dis là ça y est, c'est terminé. Je pense que je me le suis dit quand on a joué en début d'année. On a joué au théâtre Le Funambule, où tu es venu redécouvrir la pièce. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit c'est bon, c'est terminé, parce qu'à ce moment-là, on avait aussi trouvé autre chose dans le jeu avec une autre date qu'on a eue au Festival Écart de Sciences Po, parce qu'il y avait un comédien qui s'appelle Gabriel Washer qui était venu nous aider et qui avait amené justement des conseils de direction d'acteurs, parce qu'il connaissait bien la pièce, il connaissait bien le théâtre anglais. Et c'est venu relancer quelque chose qui a amené encore plus de profondeur dans le jeu des comédiens, vraiment. Et ouais, je pense que c'est à ce moment-là, mais c'est vrai qu'on a retravaillé, à chaque nouvelle date, on a retravaillé les musiques, on a fait évoluer la scéno. Au début, c'était un cube en bois. Il y a eu la fresque aussi. Avant, il n'y avait qu'une seule fresque. Maintenant, il y en a 2. Et la deuxième fresque, elle a été peinte par une 50aine d'étudiants et étudiantes de la Sorbonne Nouvelle.
On a vraiment mis ça comme un mur d'expression dans cette fac. Et en fait, elles sont venues dessiner, écrire ce qu'elles voulaient. Et donc maintenant, cette fresque, elle fait vraiment partie du spectacle. Et du coup, elle porte aussi les voix d'une jeunesse, de notre génération. Et c'est une des parties très importantes de ce spectacle. Et il y a aussi des danseurs et danseuses qui viennent encore chaque soir. On relance le projet à chaque fois. Ça s'est fait aussi à la Sorbonne Nouvelle, qui viennent pendant la scène de rave. Et ça, pareil, c'est un des grands moments de ce spectacle. Ouais. C'est un moment où on s'y attend pas, on n'en dit pas trop parce que sinon ils vont être spoilés. Mais c'est un moment où on ne s'attend pas. C'est marrant que tu nous expliques finalement que toute cette scénographie et toute la signification, genre ce mur au fond, j'aurais jamais pensé finalement. Je me serais jamais dit « Ah, c'est ça ». Ouais. Et on lit indéniablement, je suis spectateur, donc moi je regarde, il y a des mots écrits, j'essaye de lire, j'essaye de comprendre ce qui a marqué. C'est fou de savoir la signification de tout ça. En fait, vous avez pris la pièce de Quai de Tempest, qui est vraiment une pièce un peu loupe d'une génération, mais pas que, parce que ça peut vraiment parler à toutes les générations. Et vous l'avez pris et vous en avez fait votre génération, votre pièce. C'est assez incroyable. Oui, en plus, c'est vraiment... je crois que ce qui me tient à cœur, c'est que c'est vraiment un projet nourri par plein de personnes différentes, plein de rencontres. En fait, je ne sais pas si ça se ressent, mais moi, c'est ce dont je suis le plus fière, je pense, sur ce spectacle. Et pour moi, ça crée aussi une rencontre de points de vue. Parce qu'une pièce, quand il n'y a qu'un seul point de vue d'une seule personne qui a imposé sa vision du début à la fin, c'est moins riche. Et en fait, là, je trouve que c'est une pièce qui est très riche et aussi qui, du coup, peut parler à plus de gens parce qu'elle multiplie les points de vue d'une certaine manière. C'est magnifique de voir que c'est ta première pièce, c'est ton premier projet. Et en fait, tu t'es investi à fond et tu as investi toute ton équipe à fond à l'intérieur. C'est hyper prometteur pour l'avenir. Je dis ça, je dis rien. Et c'est trop beau de voir tout ça. Tu l'as dit dans le podcast, il y a eu un avant et il y aura sans doute un après cette pièce-là. Ouais. Si on sort un petit peu du coup de Fracassé, est-ce que cet après te fait un peu peur ou est-ce que tu es hyper excité finalement après cette pièce de te dire allez, il y aura d'autres projets et j'ai envie d'y aller quoi. C'est un mélange des deux, un peu, je pense. Parce que c'est... là, je pense qu'aucun de nous n'est prêt à lâcher le projet. Mais parce qu'en plus, en fait, je pense qu'on va rejouer la pièce dans d'autres contextes. Là, par exemple, il y a un festival de musique qui nous a contactés pour qu'on joue la pièce. Et je me dis qu'il y a quelque chose à faire dans ce contexte-là. Mais en même temps, je suis aussi très, très excitée par un après, parce que quand tu travailles sur une première mise en scène, en fait, il y a tellement de choses à gérer dans un projet que tu découvres aussi tout ce qui se passe et concrètement, là, tu as une idée dans ta tête et tu vas jusqu'au bout de ton idée. Et pour la première fois, c'est un chemin qui est hyper long, qui est hyper transformateur. Et je pense que j'ai hâte quand même de revivre ça. Et aussi parce qu'il y a certaines choses avec lesquelles j'ai envie d'aller encore plus loin, notamment dans le travail musical, le travail autour de la voix. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et autour du corps, continuer en fait à travailler sur ces histoires de choralité avec plusieurs voix, avec des corps qui dansent ensemble. Quand on voit plein de corps sur scène qui bougent ensemble, moi, c'est une des choses qui m'aime le plus. Pareil pour le chant polyphonique. Donc c'est deux aspects que j'ai envie d'approfondir dans les prochains projets. Ce qu'on a un peu fait avec Mort. Et là, le prochain projet, il y a un projet en préparation. Ça va aller encore plus loin là-dedans, donc j'ai quand même très très hâte. Voilà. Quel est le nom de ta compagnie déjà ? La compagnie Arly. Arly, que vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux. Vous aurez toutes les informations en description. Merci beaucoup
Merci à toi, Axel. Merci beaucoup pour cet enregistrement aujourd'hui. Et puis aussi pour le podcast. C'était un chouette moment, vraiment. C'était incroyable. Vous aurez toutes les informations en description pour la pièce Fracassée, mais aussi, allons-y, la compagnie, la pièce Mort aussi, que j'ai pas pu voir, qui s'est jouée ici et je regrette profondément. Et j'avais reçu Garance, pareil pour une interview, donc j'avais pu lire un peu la pièce et le projet, donc ça m'emballait un peu, donc j'ai hâte de voir tout ça et la suite. Merci beaucoup. Merci à toi. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien rater de l'actualité de mes invités. Nous, on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt.